Après avoir fait droit à l'objection de Callahan contre l'universalisme à la chinoise et la prétention de Zhao Tingyang à le fonder dans une relecture du Tianxia, voyons comment Zhao Tingyang répond à cette objection. Pour lui, il n'y a pas de contradiction intrinsèque entre la prétention à l'universel et le fait qu'elle ait des conditions d'émergence toujours particulières. Ainsi, ce qui fait problème dans les droits de l'homme, ce n'est pas leur caractère occidental ou géographiquement circonstancié, localisé. Ce qui fait problème, c'est leur caractère unilatéral, partial, dans l'interprétation qu'on en fait. Interprétation portée à la défense des intérêts exclusifs, des intérêts nationaux, des pays qui s'en proclament les défenseurs. Ce qui fait problème, c'est leur incapacité à intégrer la considération des intérêts réels des nations non dominantes, pour les appeler ainsi. Sous la critique de l'hégémonisme, qui revient comme un leitmotiv accolé à la description des valeurs occidentales, et au rappel historique de l'impérialisme et du colonialisme, c'est le manque de réciprocité qui est visé. On en aura confirmation jusque dans sa conclusion, puisque Zhao Tingyang y définira sa règle de compatibilité universelle, je le cite, une règle de compatibilité universelle qu'il ramène à ces deux principes. Premièrement, toute valeur définissable par des relations symétriques est une valeur universelle. Toute valeur non définissable par des relations symétriques est une valeur particulariste. Fin de citation, cette règle est formulée dans Tianxia, tout sous un même ciel, traduction française de 2018, page 289. Le monde comme Tianxia apparaît d'emblée comme un effort pour désigner la communauté d'intérêts réciprocable la plus large possible, incluant par-delà l'humanité jusqu'aux intérêts de la nature elle-même. Il s'énonce dans les discours de Xi Jinping sous la forme du principe diplomatique « amitié, sincérité, réciprocité et tolérance ». Fin de citation. Amitié, sincérité, réciprocité et tolérance est un principe que Xi Jinping réaffirme de nombreuses fois. Je vous renvoie par exemple au tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 552, 621, 681, etc. Le Tianxia, la mondialité, pour traduire ce concept en français, désigne une communauté totale d'intérêts partant de notre humanité commune et supposant la priorité de la relation sur les parties, la solidarité foncière de tout ce qui existe dans la nature, c'est-à-dire un principe d'inclusivité intégrale. Zhao Tingyang le condense dans une proposition fondatrice, je cite, « La coexistence précède l'existence », formule que vous trouviez déjà en 2005 dans l'article de Zhao Tingyang intitulé « Système Tianxia », introduction à la philosophie de l'institution mondiale. La question se pose de savoir jusqu'où et s'étend la compréhension de ce principe d'inclusivité. Intègre-t-il aussi le monde animal, comme pourrait le suggérer dans le Mencius la célèbre anecdote du prince, qui demande la substitution du bœuf conduit au sacrifice, dont il a vu un instant la peine, la souffrance, et pour lequel il éprouve soudain un irrépressible élan de compassion. On peut éventuellement sur ce sujet renvoyer au commentaire de François Julien dans Fonder la morale, paru en 1996, mais à la lecture de Xi Jinping ou de Zhao Tingyang, rien ne permet cependant de conclure que le monde animal soit inclus dans la conception de cette règle de compatibilité universelle. Dans leur conception de la mondialité ou de la communauté de destin, la place du monde animal est sous-dimensionnée, sinon inexistante, réduite à quelques mesures accessoires telles que le respect de la Convention de Washington sur les espèces protégées ou la fermeture de certains marchés humides, spécialement depuis les événements du Covid, en général d'ailleurs motivés par des raisons sanitaires, donc plus que pour des raisons quelconques d'éthique animale.
bien que la notion de Tianxia puisse s'y prêter, on ne trouve chez aucun de ces deux auteurs le moindre début d'une réflexion antispéciste, évidemment. L'argument de la réciprocité ne s'étend pas à la considération de la souffrance animale, ce qui peut tout de même surprendre au regard des influences taoïstes qui traversent la culture chinoise. Et là, il y aurait eu certainement des choses très intéressantes. Il y aura peut-être à l'avenir des choses très intéressantes à développer dans ce sens. Je renvoie sur ce sujet aux commentaires de Romain Graziani sur Zhuangzi dans son article « Combat d'animaux, réflexion sur le bestiaire du Zhuangzi » dans la revue Extrême-Orient, Extrême-Occident, paru en 2004. C'est le numéro... Voilà, on touche peut-être là à une limite de la réflexion universaliste à la chinoise, du moins au regard d'autres traditions de pensée qui, bien avant la question de la 6e extinction des espèces et du développement durable, avaient donné à la relation homme-animaux une valeur sacrée. Restons dans les limites de l'humanité, donc, puisque dans la perspective chinoise de Zhao Tingyang ou de Xi Jinping, il s'agit essentiellement de penser une fraternité humaine universelle, incluant la nature dans une certaine mesure et la conscience qu'on en a comme critère d'efficacité et de légitimité à gouverner les hommes. Je cite, « On a vu des hommes dépourvus du sens de l'humain obtenir un pays, mais jamais un homme qui en fut dépourvu ne put gouverner tout sous le ciel. » Fin de citation, propos que vous trouvez dans le Mencius et que commente évidemment Zhao Tingyang. La notion de Tianxia n'est donc pas seulement une notion descriptive et ne se réduit donc pas à une approche scientifique de la nature. Elle ne désigne pas seulement la liste indéfinie des existants singuliers qui peupleraient le monde, partes extra partes, mais en renvoyant au principe métaphysique d'un lien invisible de solidarité foncière qui les unit, et qu'on ne peut rompre sans déchirer le tissu même du monde, elle sert de principe prescriptif et plus exactement de fondement métaphysique à un programme politique de gouvernance mondiale, exactement de la même manière ou selon la même logique que les concepts de peuple et d'intérêt du peuple ont permis de repenser l'essence de la politique sur la base d'un calcul rationnel de l'intérêt commun, élargi et à long terme. La réflexion sur l'universalisme chinois semble donc avoir moins d'affinité avec la question universaliste qui s'est poursuivie à travers les débats historiques de l'esclavagisme, du racisme, du sexisme et du spécisme qu'avec le débat du cosmopolitisme. Et c'est pour creuser encore cette question du cosmopolitisme qui est essentielle en Chine, comme elle a d'ailleurs pu l'être en Grèce ancienne et à Rome, que je vous donne rendez-vous dans une prochaine discussion. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.